bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous de l'Anacofi. Au programme aujourd'hui, 2021, l'année du rebond, point d'interrogation. Avec moi, 3 invités. David Charlet, président de l'Anacofi, bonjour. Bonjour. Guillaume Lucchini, vous êtes président de la commission ISR-ESG, bonjour. Bonjour. Et Nelson Castaneda, vous êtes président de la commission Girardin. Bonjour Laurent. David, on ne parle que de ça, hein, donc on traverse une période compliquée. On n'en est pas sorti, hein, loin de là. L'année 2020 a été assez terrible. Comment elle se solde pour l'Anacofi ? Pour l'Anacofi, elle se solde pas trop mal, enfin plutôt bien, mais elle aurait été compliquée. Hein. On a piloté à vue tout au long de l'année, et c'est ça qui fait qu'on peut dire que c'est une année compliquée. Sur le résultat qu'on a au bout de ça, en termes de nombre d'adhérents, c'est correct. On a une très légère croissance. Ça faisait plusieurs années qu'on avait une croissance qui était soutenue, donc voilà, on aurait pu espérer mieux, mais c'est comme ça. Et puis au niveau économique, une année où le chiffre d'affaires a été inférieur à ce qu'il était d'habitude, mais pour plein de raisons, y compris le fait qu'on n'a pas pu organiser d'événements, donc des flux en moins, mais le résultat est plutôt meilleur par contre qu'attendu. Plutôt sensiblement meilleur qu'attendu, c'est comme ça qu'il faudrait dire les choses. Donc ça va. Voilà, on est en train de préparer tous les arrêtés de compte et de les faire valider, et on est plutôt content. Guillaume, Nelson, au niveau des cabinets, comment vous avez vécu cette année 2020 ? Écoutez, pour ma part, moi, c'était une année un peu spéciale. Donc, moi, je dirige un cabinet qui s'appelle Scala Patrimoine, on est à Paris. Effectivement, on a été confrontés, comme tout le monde, à un changement de paradigme, puisque du jour au lendemain, on nous a dit, tout le monde chez soi, faut s'organiser, et puis il faut continuer à accompagner les clients. Je pense que les cabinets, il y a 2 typologies de cabinets, mais peut-être que David va pouvoir rebondir dessus. Je pense qu'il y a des cabinets qui étaient très préparés. Quand je dis préparés, c'est des cabinets qui avaient l'habitude de travailler déjà avec du digital, qui avaient des process en interne, qui avaient déjà une organisation, on va dire, informatique, qui a permis effectivement cette passation de manière assez simple et assez facile. Ça a été le cas avec nous, puisque moi j'ai la chance d'avoir un associé plus jeune et assez geek. Et c'est vrai qu'on avait déjà tout optimisé pour pouvoir travailler à distance si on avait besoin. Alors effectivement, ce worst case scénario, personne ne pouvait l'envisager. Hein. Mais en tout cas, ça s'est plutôt bien passé, en tout cas dans cette transition. Je pense que c'est une année aussi qui a permis à certains cabinets d'être plus forts. Nous, on l'a vécu, c'est-à-dire le fait de pouvoir être plus présent, même à distance, là où les banques, du jour au lendemain, se retrouvaient vraiment en défaut. C'est-à-dire pour avoir discuté avec beaucoup de banquiers, la connexion à distance, quand on est banquier privé, il a fallu qu'elle s'adapte. Donc il y a eu un passage qui a duré quand même quelques semaines, où finalement le conseil était toujours présent. Nous, on a toujours été présents pour nos clients. Donc ça a renforcé effectivement ce lien-là. Et puis je pense que ça nous a donné pas mal de visibilité sur le futur. C'est-à-dire que je ne vous cache pas que moi j'étais assez arrêté sur la position du télétravail et sur le travail à distance. Et très souvent ça a pu générer quelques frictions avec mon associé qui lui était originaire du sud de la France. Et en fait, au bout de 4 mois à bosser à distance avec un chiffre d'affaires qui était en croissance, c'est là où il n'y a plus de discussion et je me suis dit, mais finalement, on peut travailler à distance, c'est juste qu'on se met très souvent en tant que dirigeant une barrière en se disant, non, le salarié ne va pas bosser, c'est le début de la fin. Et en fait, je pense que quand la société est organisée, puis surtout quand je pense que l'humain est présent, c'est-à-dire que quand les équipes ont envie de travailler dans la boîte, qu'elles soient là ou à distance, s'il y a cette envie de travailler, finalement, il n'y a pas de raison que ça change. Et c'est vrai que pour nous, ça a été finalement le début d'une nouvelle aventure, puisqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait bosser à distance, que ça nous donne plein d'idées aussi sur le développement, et c'est comme ça qu'on a monté notre premier cabinet en province à Marseille début d'année, puisque mon associé, en plus de bénéficier d'une nouvelle vie personnelle en retrouvant ses attaches à Marseille, ça nous a permis effectivement de créer une nouvelle structure. Donc, je pense que c'est le début d'un renouveau, entre guillemets, dans la façon de travailler. On parlera sûrement du digital, mais le digital a été présent, que ce soit pour l'Anacofi, en lien avec ses adhérents, mais je pense que nous aussi, en tant que professionnels avec les clients. Et jusqu'à présent, pas une seule seconde, on se posait la question de se dire est-ce qu'un client va accepter une visio pour un premier rendez-vous ? On l'aurait jamais même proposé. Justement, les clients, comment ça s'est passé avec les clients ? C'est assez surprenant parce qu'en fait, je trouve que ce moment a créé encore plus de proximité avec nos clients.
parce que finalement on se retrouvait chez eux. Très souvent on était plutôt au bureau, dans une atmosphère vraiment de travail, dans des bureaux très entre guillemets parisiens, avec le dress code, etc. Et puis du jour au lendemain, on s'est retrouvés dans la cuisine des clients ou dans leur salon avec leurs enfants à côté. Et je trouvais qu'il y avait un lien très personnel qui se créait. Et puis finalement, on était tous à la même enseigne, donc il y avait pas de jugement comme on peut l'avoir très souvent dans une entreprise où avant Covid, quelqu'un qui était en télétravail, il y avait un jugement. Qu'est-ce qu'il fait en télétravail? Est-ce que c'est pas pour garder les enfants, etc. Là, finalement, on était tous à distance et on a tous accepté le fait d'être dérangé par un enfant, le fait d'avoir un contretemps dans l'organisation et dans l'emploi du temps. Et je trouve que ça crée effectivement un lien encore plus personnel. Et moi, j'ai trouvé cette époque top parce que finalement, ça nous a permis de nous éclairer sur beaucoup de choses qu'on pensait impossibles, que ce soit dans la façon de travailler, la façon de développer, la façon de travailler avec ses équipes. Et ça va avoir un impact, et je pense qu'il y a eu pas mal de discussions déjà dessus, sur l'avenir de l'immobilier de bureau. On en reparlera sûrement tout à l'heure, mais voilà, c'est en tant que dirigeant, quand vous dites, bon, est-ce que j'achète du mètre carré à Paris ou je le loue du mètre carré à Paris ou finalement je vais en province, je ne vous cache pas que quand j'ai signé le bail à Marseille, c'est le jour et la nuit en termes de prix. Et là, vous vous dites, mais pourquoi mes équipes seraient à Paris? Voilà. Et je pense que de ton côté, c'est un peu ça. Pour moi, la situation est un peu différente parce que moi, à la base, j'ai une activité, je dirige un cabinet qui s'appelle Mon CGP. J'ai une activité qui était tournée à l'international. C'est-à-dire que mes clients étaient déjà des expatriés, des non-résidents, pour la plupart d'entre eux. Et moi, j'avais toujours été à la recherche de cette partie dématérialisée. Les partenaires, quels qu'ils soient, ils venaient, l'Anacofi elle-même venait à essayer de mettre des outils pour pouvoir avoir ne serait-ce que des réunions à distance. On ne les faisait pas en 2019, on a commencé en tout début 2020, juste avant la crise sanitaire. Et dans mon activité, moi, je ramais un peu à contre-courant, où le courant commençait un tout petit peu à changer. Et ça a été spectaculaire de voir à quel rythme, en l'espace de 3 mois, il y a eu un moment de latence, ou une espèce d'arrêt d'activité, qui n'a pas duré trop longtemps. Je ne sais pas si toi tu l'as vu, Guillaume, ça a duré peut-être 15 jours, 3 semaines. Et ensuite, tout s'est enchaîné. Et s'est enchaîné de manière très rapide. Et on a eu des partenaires qui étaient capables de fournir des présentations, des formations en vidéo. Et ça a été une vague qui nous a submergés en activité devant notre ordinateur, devant nos écrans. Et comme disait Guillaume si bien, c'est vrai que ce qui pouvait être tout à fait drôle et qu'on voyait sur certains réseaux sociaux d'un enfant qui se baladait lors d'une réunion, là maintenant c'est quelque chose, je ne vais pas dire monnaie courante, mais on entend un enfant qui pleure, un animal de compagnie qui passe par là, ça ne cause aucun souci aujourd'hui. Mais donc dans mon activité, on a pu réussir à avoir un meilleur contact avec les fournisseurs. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on fait tout en dématérialisé. Plus besoin de se rencontrer. Le manque est là, de rencontrer l'autre. Et les clients eux-mêmes, ils sont petit à petit, ils sont venus à accepter la relation à distance. Et même, justement, comme le disait si bien Guillaume, à nous inviter à rentrer dans leur intimité, dans leur cuisine, à avoir un rendez-vous un matin alors qu'ils sont à moitié réveillés, qu'ils ont les yeux encore un peu fermés. Et c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui courant. Bon, nous, on est tenus par le costume, on va dire. Mais en dehors de ça, c'est vrai que... Un peu moins maintenant. C'est vrai qu'on a perdu d'un côté, on a gagné de l'autre. Dans ce contexte totalement dématérialisé, il y a un côté humain qu'on voit, qu'on ne voyait pas auparavant. David, je le disais pour commencer, on va bientôt boucler le premier trimestre 2021. Voilà, on est année du rebond, c'est vraiment gros point d'interrogation. Comment vous voyez cette année 2020 finalement ? Comment on la voit ? Ce qu'on entend, c'est que... Alors, vous l'entendez bien, hein, l'année de 2020 a été compliquée pour certains, mais pour d'autres, elle s'est finalement pas trop mal passée, voire bien passée. Ce qui était notable, c'est que sur 2020, ceux qui disent qu'elle s'est bien passée sont des gens qui avaient déjà des clients. Je pense que quand même, ça, c'est quelque chose à bien noter, c'est que tous ceux qui disent que ça s'est bien passé, ce sont des cabinets qui étaient installés et qui en gros, nous disent
j'ai pu bien travailler sur la clientèle que j'avais, prendre du temps, avoir une nouvelle relation. Et je pense qu'on peut en conclure que certains d'entre nous ne prenaient juste le temps qu'il fallait pour répondre aux demandes clients, mais que là, en allant vers le client, ils ont réussi à reconstruire du chiffre d'affaires et en même temps à nouer encore plus une relation avec les clients qu'ils avaient. Ouais. Donc vous voyez où j'en arrive, c'est que là où on a un hic et qu'on voit apparaître, c'est qu'on n'a pas trouvé de solution création de nouveaux clients. Et donc ça, à l'échelle du marché, on n'a pas de solution qui compense ce qu'on n'arrive plus à faire par les anciens schémas. Ce qu'on commence à entendre, c'est que certains de nos professionnels nous disent là, par contre, cette année est paradoxalement le début de l'année plus difficile que l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait avec mes clients, en recréant ces relations, en arrivant à s'adapter. Ça allait bien. Ça, c'est plus compliqué maintenant. Donc, on va voir, puisqu'on n'est pas censé être bouclés toute l'année. Et puis la prochaine étape, finalement, c'est de réussir à conquérir un client. On y travaille, mais c'est pas très facile. Alors, on y travaille. On trouve des solutions. Je pense qu'on trouvera de plus en plus de clients par des schémas qui n'étaient pas ceux d'avant. Ceci dit, il faut quand même voir que nos corps de métier, l'ensemble du monde du courtage, c'est à peu près 14-15% de part de marché. Donc, quand vous avez ça, ce sont des volumes considérables qu'il faut trouver en remplacement. C'est pas que quelques cabinets arrivent à générer 3-4 nouveaux clients par un nouveau schéma. Ça, je pense qu'on arrivera à trouver des nouveaux schémas qui feront un peu ça. Mais là, il y a un cran industrielle, si je puis dire, une coupure industrielle qui est à remplacer. Ceci étant, on peut imaginer que d'ici 6 mois, 1 an, on aura tous les schémas possibles et ce sera du plus, puisque ce qu'on aura appris à faire, on saura refaire ce qu'on savait faire avant. Si on regarde Dana Coffee, en ce qui concerne Dana Coffee, on dessine un plan de marche qui est un plan de marche avec pilotage à vue prévu. Ça veut dire quoi ? On va encore gérer une année de crise. On est en avril, on arrive en avril, c'est exactement la même situation que l'année dernière, c'est exactement alors on aura un événement, alors on aura telle chose, peut-être, vous engagez pas. On est exactement dans la même situation. On avait prévu de redémarrer des choses en avril, on peut pas. En juin, on voit qu'on va pas pouvoir. Donc on est tous en train de parler de septembre pour redémarrer normalement. Septembre, je suis désolé, mais l'année est finie quasiment. Donc se dessine à peu près la même année que l'année dernière. Une chose quand même, on a appris à le faire. On s'en est bien sorti l'année dernière, il n'y a pas de raison de penser qu'on s'en sortira pas cette année. Et surtout, on n'est pas pris par surprise. Parce que l'année dernière, l'un des éléments les plus durs à gérer, c'était qu'on a pris l'année, on est rentré dans une année qui était annoncée comme belle, et on a pris un mur, avec toutes les conséquences que ça a. Là, on est prévenu. Voilà. Donc, ce que l'on dessine comme prévisionnel, tout domaine, activité économique et action vers nos membres ou vers l'extérieur, c'est une année correcte, peut-être meilleure que l'année dernière parce qu'on sait s'organiser, mais dans la même veine. Nelson, Guillaume, au niveau des cabinets, même chose, une année meilleure que l'année dernière, sans être un retour à la 2019 ? Alors, je pense que ce que dit David est très juste, c'est-à-dire que concrètement, il y a toute une économie qui a fonctionné d'une seule et même façon pendant 30 ans et que le Covid a rebalayé complètement les cartes. Et je pense qu'on remet quand même au jeu de la question qui est l'investissement de l'entreprise. Je pense que, comme dans tout secteur d'activité, une entreprise qui investit finalement dans des process, qui investit dans l'informatique, qui investit dans le digital, qui investit aussi dans différents canaux de distribution, de conseil, de mise en relation, c'est une entreprise qui va bien aujourd'hui. Parce que justement, elle n'est pas focalisée sur un pilier, c'est-à-dire un seul fonctionnement et une seule finalement une seule recherche du client par un seul mode. Et je pense que ça, c'est un point important, parce qu'aujourd'hui, c'est comme dans toute activité, quand vous êtes monoservice, monoproduit ou monocanal, le jour où le canal s'arrête, finalement, c'est compliqué. Et je pense que de cette crise, beaucoup de cabinets ont pu comprendre que finalement, leur modèle économique n'était pas forcément celui qui fonctionnait dans 100% des cas. Et que le jour où effectivement le pépin arrive, c'est toute la chaîne qui est enrayée, avec des conséquences qui peuvent être plus ou moins graves, parce que quand vous avez des salariés, quand vous avez des charges, du jour au lendemain, il y a un peu tout qui s'arrête. Donc je pense que c'est un moment important, parce que ça va remettre aussi de l'argent dans l'industrie, c'est-à-dire que concrètement, il faut investir dans son entreprise, il faut faire de la R&D, il faut faire plein de choses, et je pense que comme c'est un marché qui a toujours bien fonctionné, avec un modèle qui est toujours à peu près le même, finalement, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec beaucoup de différences. Et c'est là où aussi on a vu intervenir ces dernières années tout ce qui est fintech, donc toutes les sociétés aujourd'hui de l'économie avec du digital,
qui, elles, ont fait une croissance exceptionnelle en 2019, en 2021, et d'autant plus en ayant un marché qui est le marché du physique, qui est à l'arrêt. Donc je pense que ça va donner beaucoup d'éléments, je pense, à ces chefs d'entreprise pour se dire, quelle réflexion je dois avoir finalement pour pérenniser un peu plus mon activité. En fait, juste une remarque quand même, hein, c'est que ce que l'on a vu, c'est que si on s'en est sorti, c'est parce qu'on s'était déjà beaucoup digitalisé. Les fintechs ont bien fonctionné. Il faut voir que, je rappelle, hein, on est passé en moins de 6 ans d'un taux d'équipement en logiciel dans les cabinets de moins de 50% à 80%. Donc ce qui a fait aussi qu'on a eu une chance de pouvoir s'adapter, c'est qu'en fait, on avait digitalisé nos entreprises, même les moins digitalisées avaient en fait les outils. Ce qu'ils ont fait, c'est apprendre à s'en servir. Ouais. Ils les ont mis en batterie. Voilà. Ils avaient des fusils, ils avaient des balles, ils n'avaient jamais mis les balles dans les fusils. Bon, voilà. Ça, c'est vrai que... Mais par contre, effectivement, il faut apprendre des nouveaux modes. Et la question, c'est 2021. Comment vont-ils le faire mieux qu'ils ne l'ont fait en 2020 en devant le faire en urgence? Bien sûr. Voilà. Moi, je pense que c'était déjà, un peu comme le dit David, on était dans un mouvement, mais un mouvement plutôt d'évolution. Et la crise sanitaire est venue accélérer ce mouvement. On avait déjà commencé donc à mettre au point certains process pour dématérialiser les activités. Là, je parle d'une manière générale, je ne parle pas de ma structure en particulier. C'est le cas de Guillaume. Et le fait qu'il y ait la crise, ça a accéléré tout le mouvement. Et donc, on est passé de moins de 50 à plus de 80 d'un résultat assez positif pour nos industries en général. Et c'est un peu ironique, mais ce que tu disais, Guillaume, c'est que nous, on conseille tous les jours à nos clients de diversifier, de ne pas placer tous les œufs dans le même panier. Et nous, on doit appliquer cette même stratégie dans nos activités, ne pas se concentrer uniquement sur une seule issue de clients. C'est vrai que Nelson parlait du digital, c'est assez drôle, c'est que cette notion de digitalisation, on la vit aussi au niveau des fournisseurs. C'est-à-dire que quand Nelson parlait des 15 premiers jours ou des 3 premières semaines, en fait, on a eu des réactions complètement différentes d'un fournisseur de produit A à un fournisseur de produit B. Parce que même au sein de ces grosses structures, qui sont quand même, pour certaines, des boîtes avec X salariés, des grosses implantations, on n'a pas eu le même niveau de service. Et d'ailleurs, les banques, c'était le même sujet. Certains banquiers m'ont dit, mais ça faisait 6 mois qu'on attendait que la chose bouge, et en 3 jours, c'est monté à la direction, il a fallu faire bouger les choses. Et pendant 3 semaines, il y a eu des informaticiens en batterie qui sont venus câbler tous ces banquiers à distance pour qu'ils puissent bosser de chez eux, ce qui était impensable 3 semaines avant. Donc c'est assez drôle de voir que cet épisode-là, finalement, ce que disait Nelson est très juste, c'est à accélérer, mais à suraccélérer tout ce process qui était un peu dans les tuyaux, c'est-à-dire qu'on en a toujours parlé, la digitalisation, nos secteurs, c'est bien, mais c'est vrai que du jour au lendemain, quand on se retrouve avec toutes les équipes à distance aux 4 coins de la France, vaut mieux l'avoir un tout petit peu anticipé, quoi. La question, c'est 2021, quoi. Quoi de plus en 2021? Je pense en 2021, vraiment, l'élément, c'est tout ça, on l'a dit, on l'a vu, 2020, 2021, est-ce que, hors la surprise, on arrive tous à passer, j'allais dire, à la normalisation de tout ce qu'on vient de dire, et pas je le mets en place en urgence. Voilà. C'est un peu ce qu'on constate dans le business. Nous sommes un business, donc c'est un peu normal en fait. Exactement. Lors de nos dernières émissions, David, on a beaucoup parlé de la réorganisation d'Anacofi. On a évoqué la création d'Anacofi Courtage. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le déploiement de cette nouvelle entité? Alors, cette nouvelle entité a la vocation à porter la représentation des courtiers de l'Anacofi. Alors, il y a 2 familles de courtiers, les courtiers en assurance et les courtiers en opération de banque et services de paiement. Donc, on va regrouper au sein de cet Anacofi Courtage. En tout cas, c'était le projet qui avait été expliqué l'année dernière en Assemblée Générale. C'est celui qui a été voté en Conseil d'administration comme étant la proposition à la prochaine Assemblée Générale. Et donc, on devrait retrouver ces 2 structures parce qu'on veut garder les 2 représentations. Il y a des gens pour qui ce sont des métiers en étant des activités pures et uniques, si je puis dire, ou en tout cas très dominantes. Donc on va garder les 2 logiques. Mais dans cet Anacofi Courtage, voilà, on arrive au bout du chemin. Un vote dans une assemblée générale qui est pour dans un mois. Un petit peu plus aujourd'hui, mais à peu près un mois. À peu près tous les documents sont prêts. Les
les avocats qui accompagnent sont prêts, tout le monde est prêt, il reste à avoir cette assemblée générale, à valider les documents finaux, parce que ce qu'on voudrait, c'est avoir une entité prête à démarrer tout de suite avec la totalité de son matériel juridique. Ok, bon voilà, tout ça, c'est ça qui reste à finir, il reste à faire un tour avec les administrateurs concernés pour que chacun fasse ses commentaires et qu'on fasse les petites corrections pour qu'à l'Assemblée générale soit proposé un schéma fini, mais enfin très franchement, on est à 98% de tout ça qui est prêt, et donc dans le courant du mois de mai, elle devrait exister, puisque le 5 mai, elle devrait être créée, si tout va bien, et elle récupérera petit à petit ce qui a remonté des Anacofi Assurance et des Anacofi IOP derrière. Encore une fois, les deux marques vont rester, les deux représentations spécifiques vont rester, mais administrativement, on aura un pôle plus puissant, de la même manière qu'on a l'Anacofi SIF de l'autre côté. Et on y est. Voilà, là maintenant, on y est. On en parlait déjà depuis un an. On y arrive, quoi. Autre création assez récente, l'Anacofi Syndicat. Est-ce que là, vous pouvez nous faire part de premiers résultats obtenus? Oui, alors l'Anacofi Syndicat, c'était le deuxième pan de cette réorganisation. C'est-à-dire que dans cette réorganisation, on arrachait de nos différentes associations et de nos différents syndicats, parce que l'Anacofi, c'était à ma connaissance, la seule des organisations qui, dans notre métier, représentait dans tous les domaines, c'est-à-dire tous les métiers, dans tous les cercles. On avait une interrogation autour de la capacité à garder la dimension syndicale, entendue au sens de la gestion des conventions collectives, à l'intérieur de ces associations professionnelles, puisque c'est pas forcément la même chose, et puisqu'on avait ce projet d'autorégulation qui arrivait à maturité, et dans lequel on nous disait ça ne pourra pas être des syndicats qui seraient des associations à adhésion obligatoire. Si vous réfléchissez, oui, c'est logique. C'est assez cohérent. Et Bercy nous avait dit il y a un danger à laisser ça dans un syndicat. Ok. Donc, plutôt que de voir là-dedans un problème qu'il allait falloir batailler, on a décidé de faire en sorte que la représentativité au sens social, convention collective pour nos courtiers et nos CIF soit regroupée dans une entité qui s'appelle l'Anacofi Syndicat. Elle est créée. Elle a fait son assemblée générale constitutive, elle a son équipe, tout est maintenant en place, même si ça ne fait que démarrer. Ceci dit, on a pour la première fois obtenu de la représentativité sociale en faisant reconnaître à peu près 3000 de nos entreprises. On est un peu déçus, on aurait voulu réussir à faire reconnaître tout le monde, mais il faut reconnaître qu'on est arrivé là-dedans un peu tard et un peu en force. Et on a réussi à faire reconnaître 3000 de nos entreprises dans la représentativité sociale, ce qui est pas mal. Et ce qui est surtout la première fois, c'est la première fois qu'on vient de se mêler à ce jeu-là. C'est son premier résultat, on espère qu'il y en aura d'autres, puisqu'on nous parlait d'une grande convention collective, banque, finance, assurance, et c'est pour ça aussi qu'on avait créé ça. C'est pour ça qu'on n'a pas fusionné dedans l'Anacofi Immobilier, parce qu'elle sera forcément dans une autre convention collective et qu'elle fonctionne déjà en tant que syndicat. Donc ça, ce sera la bataille d'après, c'est celle pour laquelle on va la préparer. Mais déjà, on a marqué un point en réussissant à faire reconnaître 3000 entreprises au compteur. On vient de terminer un tour de l'Anacofi, de ces structures. On va parler des événements, alors quelque chose qui n'est pas facile en ce moment. Et on va parler d'un des grands événements de l'Anacofi, c'est le Tour de France. Alors ma question, elle est toute simple. On a beaucoup parlé de 2021. Ce Tour de France en 2021, cette année, comment il va se passer? Mais pour l'instant, il est digital. On parle que de digital depuis... Bon, pour l'instant, il est à distance et il est digital. On n'a pas le choix. Alors, on a dessiné deux schémas dès le début. C'est là qu'on voit aussi que cette année, les entreprises, puisque l'Anacofi, c'est aussi une entreprise, doivent prendre les choses différemment. C'est pas le mur qu'on prend, c'est on s'organise. On a fait un plan A, un plan B, un plan AB prime. On verra bien. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire qu'on avait un plan A avec un fonctionnement potentiellement présentiel quasi complet. Mais ceci dit, il avait déjà des ajouts, puisque ce qu'on avait appris à faire l'année dernière, on allait en garder un bout. On avait une option fonctionnement digital toute l'année si nécessaire. Et pour l'instant, on est dans quoi? On est dans cette moitié-là. Fonctionnement totalement digital, mais prêt à redémarrer, l'arme au pied, pour redémarrer du présentiel mélangé de digital. Et c'est ce qui se dessine pour, on l'espère, septembre, octobre, novembre, décembre. Bon, alors donc aujourd'hui, on est dans quoi? Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait un tour de France avec des webinaires régionaux animés par les représentants de l'Anacofi en région, donc les administrateurs, les représentants locaux, parce que chez nous, il y a plusieurs fonctions possibles. Ça, on fait ça. Donc, c'est eux qui organisent leurs débats. Nelson, lui, dans sa région, peut participer ou co-organiser, parce que c'est eux qui les organisent. Et là, ils vont mettre en 1h30 des thèmes et des échanges avec les membres de la région. On a aussi mis des classes virtuelles. Alors, pardon.
Oui, c'est des classes virtuelles au sens où il y a vraiment un formateur qui est en face. On avait essayé de le régionaliser. Ça n'a pas trop marché, donc on l'a remis national avec une com régionale quand même. Et puis, on a organisé des formations gratuites en 2-3 heures qui, elles aussi, sont régionalisées. Ce qui fait qu'on essaye de garder cette dimension régionale avec ces webinaires d'échange avec les représentants locaux et ces formations gratuites localisées. Encore une fois, les classes virtuelles pleinement, on les avait au départ régionalisées, puis on s'est rendu compte qu'il valait mieux ouvrir parce que les gens se plaignaient en disant « mais merde, j'aurais qu'une date, ça m'intéresse pas, je voudrais pouvoir me plugger sur une autre ». L'avantage, il a suffi de dire « eh ben pas de problème, il se plug ». Et c'est aussi l'avantage du digital. En présentiel, quand on va monter une formation à Toulouse, si quelqu'un de Marseille dit « j'aurais bien aimé cette date-là à Marseille », on n'a pas de solution. Là, on en a une. On lui dit venez. Et puis, ce à quoi on réfléchit quand on pourra redémarrer, pour que vous voyez bien où on se dit qu'on pourra faire un peu évoluer les choses, c'est qu'on se dit que, et pourquoi pas, quand on fera une réunion régionale, avoir une caméra et en live que les autres qui ne seront pas venus puissent aussi y assister. Ça, c'est ce qu'on se prépare pour quand on pourra redémarrer dans le monde d'après, mais vous voyez qu'on sera déjà plus tout à fait dans le même schéma qu'avant. Celui qui est à Marseille me dira j'avais le débat de Toulouse m'intéressait, peut-être qu'on lui permettra d'y participer, même s'il n'est pas dans la salle. Ouais. Ça aussi, ce sera un acquis. Quoi d'autre ? Les événements des autres auxquels nous participions, là, on fait tous ceux qui sont en digital. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais on les fait. On fait grosso modo 1 ou 2 événements par semaine qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux des autres dont on est partenaire. Mais c'est plus un Tour de France, là. On ne peut plus parler de Tour de France. On peut parler de notre participation aux événements, puisque même ceux qui étaient avant à Lyon ou ailleurs, ils sont en ligne, donc ils sont partout. Si je peux abonder un peu dans le sens de David, en ce qui concerne les formations, on a pu remarquer qu'on est un métier de contact. On aime rencontrer l'autre. Et on peinait un tout petit peu jusqu'à la fin 2019 pour développer les formations à distance. 2020 ne nous a pas laissé le choix. Il a tous fallu se former à distance. Mais c'était très positif parce qu'on est tous venus, je pense, d'une manière plus ou moins sereine. Et on a accompli nos devoirs de formation. Ça, c'est un côté très positif qu'on a pu voir à l'Anacofi. Et maintenant, en région, il est vrai que moi, je m'occupe d'une région dans le sud de la France. Je dois avouer que nous avons été perdus un tout petit peu, qu'on a été un peu déboussolés suite à la crise sanitaire, parce que la première des choses, c'était remettre nos cabinets en ordre de marche. Et non seulement l'animateur de la région, mais chacun des adhérents. Et aujourd'hui, comme dit David, on essaie de se réorganiser et de créer des nouvelles activités à distance pour pouvoir justement fédérer nos adhérents à nouveau et pouvoir avoir cette unité, cette dynamique qui doit se créer. Et on est en cours de ce travail, comme David l'a bien évoqué. Oui, on est à la moitié du Tour de France. On a fait presque la moitié de la France, digitalement. Guillaume, ce Tour de France, comment vous le percevez, vous ? C'est vrai que le digital, on l'a dit, c'est une contrainte, et d'une contrainte, il faut en faire une force. C'est-à-dire que je pense qu'en tant que professionnel, on a tous des emplois du temps qui sont très compliqués. Et c'est vrai que le créneau qui est imposé du présentiel, des fois, il n'arrange pas forcément tout le monde. Et c'est vrai que le schéma aujourd'hui, de pouvoir se former à distance, de rencontrer, de s'éduquer de manière un peu haute, c'est-à-dire sur ces temps où on est disponible, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, puisqu'on est un peu dans la lignée de ce qui se fait de ces dernières années, les fameux MOOC, c'est-à-dire apprendre sur son temps disponible, et mon temps disponible aujourd'hui n'est pas forcément le même que Nelson, n'est pas forcément le même que David, et je pense que c'est très intéressant aujourd'hui de laisser la capacité aux professionnels de pouvoir s'informer et s'éduquer quand il le peut, en fonction de son propre emploi du temps. Après, c'est vrai que le présentiel, ça permet aussi, je vais vous dire, c'est un peu comme dans une société, on vous le dit tous, dans n'importe quelle boîte, radio, machine à café, ça a toujours fonctionné parce que c'est là où on s'échange, c'est là où on discute, c'est là où on parle, c'est là où très souvent commencent à se faire des rachats de sociétés, des ventes de sociétés, on prend la température. Donc ça, on l'enlèvera jamais avec le digital. Et c'est pour ça que le digital, finalement, doit être un complément. Alors aujourd'hui,
c'est une obligation, parce que comme on le disait, sanitaire oblige, on ne peut pas faire autrement. Mais du moins, il doit se voir comme un complément demain au présentiel, alors que c'est vrai que jusqu'à présent, c'était surtout du présentiel, comme le disait Nelson. On avait du mal à faire du digital parce que finalement, tout le monde était un peu rebuté là-dessus, alors que finalement, le digital peut vraiment s'imposer comme une façon finalement de faire autrement, notamment pour ceux qui n'ont pas la capacité de se rendre disponible en temps et en heure. Et donc pour moi, je le vois plutôt aussi là encore comme une force, c'est-à-dire permettre à chacun de pouvoir se former dans le cadre de son métier, dans le cadre de ses obligations réglementaires, mais à son rythme et en prenant finalement une information qui est très qualifiée, qui est plutôt très haut de gamme et que l'Anacofi va pouvoir mettre à disposition effectivement de ses adhérents. Donc je pense que c'est un tremplin aussi pour finalement redonner de la matière à distance, redonner une matière à haute valeur ajoutée sous forme de MOOC, sous forme de débat, parce que là aussi, je pense que les fameux podcasts qu'on écoute tous, c'est aussi une chance de pouvoir se dire, tiens, je suis sur mon vélo, je vais au bureau, je suis sur mon scooter, je suis dans ma voiture, tiens, je me remets un podcast ou je me remets une interview de David qui parle de tel ou tel sujet. Non, mais c'est idiot, mais c'est important, je pense, de rentrer finalement dans une façon de consommer l'information ou du moins la formation aussi qui doit être finalement du propre à chacun. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir être en capacité de le faire quand il le peut, quand il le veut. Et je pense que c'est une force aussi de le coupler avec des événements plus prestigieux, plus présentiels, où là aussi, il est quand même nécessaire de s'y rendre. David, autre temps fort de l'année, l'Assemblée Générale, alors elle aussi en visio. L'Assemblée Générale, on n'a pas le choix. Alors c'est le moins compliqué, si je puis dire. C'est plus compliqué parce qu'une Assemblée Générale en digital, on ne s'en rend pas compte, mais ça veut dire que tout est écrit avant, tout est scénarisé avant. Un rapport moral ne va pas se faire, je lis, après je réponds, parce qu'on ne répondra pas, parce que la loi qui permet de faire du digital aujourd'hui est une loi d'exception, puisque il a fallu que toutes les organisations de France aient la possibilité de faire leurs assemblées générales à distance. Donc ce qui est écrit, c'est qu'on va tout fournir, et puis, mais alors vraiment tout. Et c'est ça qui est compliqué à faire. Mais après, tout le monde va se connecter et tout va se passer en ligne. On va avoir une explication orale, comme l'année dernière. On reprend le même schéma, on n'a pas le choix. Et puis les gens vont voter, c'est compté tout de suite, c'est l'avantage, c'est dans la boîte, c'est très vite fait. Ce sera donc le 5 mai pour notre Assemblée Générale digitale. La première, puisqu'il faudra peut-être 2 Assemblées Générales extraordinaires derrière pour dissoudre les 2 entités qui vont rejoindre l'Anacofi Courtage. Et là, il y a des délais légaux. Donc on fera 2 petites reprises, si je puis dire, 5 semaines et puis 8 ou 9 semaines après. Mais des assemblées générales normales, si je puis dire. 5 mai, en digital, les convocations, puisque c'est quand même, ça s'appelle quand même des convocations, vont partir dès qu'on aura fini de fabriquer ces premiers documents d'explication. Pour ça, j'attends qu'on ait un retour des CAC, des commissaires aux comptes, ce qui devrait plus tarder. Mais tant qu'on l'a pas, on ne fait pas partir. Enfin, sauf si on voyait qu'on était obligé, parce qu'il faut quand même qu'on respecte les délais légaux. Voilà. Oui, bien sûr, digital, pas le choix. Je ne peux pas rassembler mes 3200 chefs d'entreprise, et encore si je n'en comptais qu'un par entreprise, dans une salle, j'ai pas le droit. Donc on va faire ça comme ça. Et même système que l'année dernière, qui a très bien fonctionné. Mais qui est un peu lourd à préparer par contre. Alors, autre question qui se pose, et Nelson en parlait, les formations. J'imagine aussi que le programme 2021 a été fortement, voire entièrement digitalisé. Alors, il était déjà digital. L'avantage que nous, on a depuis le début à l'Anacofi, c'est je l'ai déjà dit, je crois, dans une autre émission, on avait déjà fait un plan digital qui, pendant 4 ans, nous avait fait qu'on avait digitalisé l'Anacofi. Il se trouve que sur le e-learning, ça fait même presque 10 ans, les vieux membres se souviennent du jeu de loi de l'Anacofi, qui était notre première formation digitale faite par une boîte qui faisait aussi des jeux, donc ils avaient fait des trucs assez rigolos. On a démonté ça depuis des années, mais ça veut dire qu'on a un portail de formation depuis très longtemps. Donc le portail de formation, il est digital, il fonctionne. La nouveauté, ça a été ces classes virtuelles avec un formateur qui est là. C'est ça qu'on a ajouté. Le portail, il est carré, il fonctionne bien. On va lui faire quelques évolutions parce qu'on a une évolution de CRM de l'autre côté. Et on est en train de finir la mise à jour des formations qui sont dessus. On est à 70% fait. Ce qui veut dire que si aujourd'hui un membre va sur ce portail, 70% des formations qu'il va trouver, soit elles sont nouvelles, soit elles sont à jour. Quand elles ne sont pas à jour, il le voit et c'est en train d'être fini. On fait tout pour que toute nouvelle formation, toute mise à jour soit terminée pour fin avril.
intégration dans le système compris, donc on est pas mal, on est pas mal et on devrait avoir suffisamment de choix pour nos membres. Et évidemment, pour l'instant, pas de présentiel, mais toute formation qui est en ligne a, en même temps, on construit une manière de dérouler en présentiel, ce qui fait que quand on devra démarrer, les formateurs seront prêts et on pourrait réenchaîner sur des dates présentielles. Et vos membres, ils répondent présent ? L'année dernière, ils ont répondu présent. Voilà ce que je peux dire. L'année dernière, ils ont répondu présent en 2 vagues spot. Mais alors vraiment, 2 vagues spot. Hein. On a vraiment eu toute la distribution, tout l'achat de formation sur 2 périodes. Et alors d'autres périodes qui, en temps normal, les autres années, sont des moments d'achat de formation à un rythme raisonnable. Il n'y a plus rien. Donc cette année, on n'est pas là-dedans. Cette année, on semble être dans... Oui, bien sûr, ils vont vers ce portail, qui est leur portail, qui est le portail de leur assos. Évidemment, ils veulent de la nouveauté, d'où le fait que je vous dis, oui, on est en train de finir les mises à jour, vous aurez des nouveautés, vous aurez tout ce que vous voulez. Mais ils achètent sur un rythme qui est le rythme standard. Donc oui, ils sont pour l'instant, a priori, au rendez-vous, et ça ne leur déplaît pas. Peut-être un témoignage dans vos cabinets, la formation digitale. Moi, je suis un grand fan du e-learning de l'Anacofi. C'est fantastique de pouvoir se plugger quand on veut, de pouvoir faire la leçon qu'on veut, s'éduquer. Enfin, moi, je trouve que c'est une vraie chance. Et dans nos emplois du temps qui sont compliqués, il n'y a rien de mieux. En tout cas, ça, c'est... ça ne peut personne. Hein. Mais Guillaume va avoir un module à bosser aussi dans les nouveautés. Oui, parce qu'effectivement, le module ESG, ça va être un vrai sujet. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est un formidable atout. Moi, peut-être, je fais partie des derniers des anciens qui étaient un peu réfractaires à faire tout ça à distance. C'était pas... Je préférais le présentiel. Mais il faut dire que, comme Guillaume vient de le dire, on peut très bien se former. On peut adapter ça à nos emplois du temps. Donc c'est vraiment un atout qu'il n'est plus possible d'ignorer. Donc non, c'est très positif ce qui s'est passé l'année dernière en termes de formation. David, on a évoqué les événements, on va passer aux travaux de l'Anacofi. Et on va commencer avec votre enquête. L'année dernière, vous aviez organisé une enquête pour voir un petit peu précisément comment vos membres vivaient ce moment incroyable. Je crois que vous voulez refaire Oui, on refait une enquête, on refait la même en fait. L'idée, c'était de pouvoir comparer après un certain nombre de mois. La première, on fait une grande étude statistique tous les ans. Cette étude statistique, elle est en cours. On est en train de ramasser les copies. Là, il s'agit d'analyser le chiffre d'affaires, le business de nos membres assez en profondeur. Bon, très bien. Celle-ci... enquête un peu INSEE. Oui, c'est ça. Bon, celle-ci, on est en cours de ramassage des copies, si je puis dire, et de saisie à l'intérieur d'un outil, puisqu'on a beaucoup de retours papier. Donc derrière, quand même, du coup, il y a quelqu'un qui saisit, qui lui-même était covidé, donc à l'arrêt. Bref. Donc, et ça, de toute façon, on donne les résultats vers juillet, le temps d'avoir retraité les fiches. Ce que l'on avait rajouté l'année dernière, et ce qu'on recommence, c'est une étude focalisée sur les effets du Covid. On reprend pratiquement la même chose. On a reprécisé une ou deux questions. La dernière avait été faite en août-septembre de l'année dernière. Donc au moment où on pensait qu'on allait redémarrer, mais on n'avait pas voulu la faire avant parce que les gens prenaient la crise de plein fouet, n'avaient pas forcément encore de capacité à se projeter. En août-septembre, ils pensaient que ça allait redémarrer, donc ils avaient une capacité à se projeter, mais ils avaient aussi regardé l'état de leurs entreprises et leur propre état. Donc ça nous paraissait être un bon moment. Bon, maintenant on a compris, ça n'a pas redémarré comme ils avaient prévu, mais l'année est suffisamment redémarrée pour qu'ils aient arrêté leur compte, imaginé ce que sera leur année et qu'on puisse reposer les mêmes questions. C'est ça qu'on fait. C'est avec cette enquête que l'année dernière, on a pu voir que, par exemple, sur la formation, il fallait plus se battre. C'est-à-dire que sur la formation, on avait plus que 20% des membres qui avaient envie de venir en présentiel. Donc, 20% des membres à l'échelle de l'Anacofi, ça fait suffisamment de membres qui ont envie pour qu'on installe des formations en présentiel quand on peut, mais les volumes qu'on mettait avant, par contre, sont plus nécessaires, donc il faut le réfléchir autrement. Mais on avait vu aussi dans cette enquête qu'on avait des gens qui, si on parlait d'événements, la majorité était encore prête à venir à des événements présentiels. Donc, ce qui, vous voyez d'ailleurs, c'est assez intéressant la différence. Bon, et il se passe quoi maintenant? Parce que là, ça fait plus d'un an. Est-ce que les gens ont le même état d'esprit? On leur posait des questions sur leur manière de développer leur nouvelle manière de bosser, justement. Ils sont dans le même état d'esprit ou pas? Parce que l'année dernière, en gros, ils nous disaient, moi, c'est les rendez-vous clients que je vais faire de plus en plus en digital. Le reste, m'équiper d'outils autres, pas tellement. Donc, ça a changé, ça n'a pas changé. Voilà, on refait ça.
là, c'est en cours, c'est parti il y a quelques jours. En plus, celle-ci a l'avantage d'être totalement en digital, donc on peut extraire des résultats chaque jour, on peut voir monter tranquillement les réponses. On a fait un premier envoi, on fera un rappel, après ce deuxième rappel, on laissera courir 2 semaines, et puis on stoppera les résultats et on comparera. Et ça nous est très utile pour comprendre nos membres, leur état d'esprit et même pour décider de ce que l'Anacofi va défendre comme position ou va mettre en place comme service. C'est aussi à ça que ça sert. Mais ça a deux photos avec une distance suffisante. Voilà ce qu'on est en train de faire et dont on a besoin. Donc plutôt août. Non, août, ce sera pour la grande enquête. Celle-ci, là, on l'a fait maintenant. Elle a commencé et on va comparer donc leur état d'esprit à mars 2021 par rapport à leur état d'esprit à août-septembre de l'année dernière. Et elle sera normalement publiée à peu près à quel moment ? Oh, ça va être assez rapide. Elle est partie il y a 1 semaine. On s'est dit qu'on faisait une relance au bout de 2 semaines et on laissait ensuite 2 semaines aux gens pour répondre. Donc, dans le courant du mois d'avril, on sera capable de donner des résultats sur cette enquête-là. Par contre, la grande enquête statistique, elle, ce sera juillet. On publiera les résultats en juillet, je pense. David, on l'évoquait lors de la présentation à l'Anacofi indirectement, c'est des commissions qui travaillent en permanence sur des sujets bien précis de la profession, des professions. On a 2 présidents de commission. Alors, je vais en profiter. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur quel sujet vous travaillez en matière d'ISR-ESG ? Alors écoutez, la commission est toute récente puisqu'elle date de début janvier. L'Anacofi souhaitait, notamment David, mettre en place un groupe de réflexion qui va pouvoir finalement accompagner l'Anacofi dans toutes les questions qui pourraient être relatives à la question de label ISR et de critères ESG. Et en fait, le market timing est plutôt très bon, puisqu'on a été effectivement appelé à contribuer à la réflexion autour de la refonte du label ISR qui a été effectivement décidé là, il y a quelques jours. Donc effectivement, aujourd'hui, au sein de la commission, notre rôle, ça va être de pouvoir apporter en tant que professionnel notre vision, notre expertise, mettre en place effectivement un raisonnement, appuyer un raisonnement à travers effectivement les practices qui sont au sein de l'Anacofi du côté de chacun des membres et effectivement d'apporter notre vision professionnelle sur les questions relatives au label ISR. Et le label ISR aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important puisque c'est un label qui a été mis en place en 2016, dont l'objectif est finalement d'accompagner une transition vers une finance durable. Et je pense que le Covid aujourd'hui a accéléré là aussi tout ça, parce que avec le Covid, beaucoup de gens sont recentrés aussi sur les valeurs, sur des questions un peu existentielles. Et c'est vrai que la question de se dire mais où va mon argent et dans quel contexte il travaille et est-ce que mon argent va avoir un impact dans le monde que je veux de demain pour moi ou mes enfants, c'est des sujets qui sont très importants. Et aujourd'hui, c'est une vraie demande de vos clients ou vous travaillez plus pour demain ? Alors non, nous au sein de Scala, nous on l'a déjà mis en place depuis quand même quelques années. On a travaillé pas mal dessus avec notamment des universitaires parce que je pense qu'il y a 2 types de générations. La génération qui arrive, c'est-à-dire la génération un peu milléniale et autres, la notion de l'impact et cette idée de pourquoi je travaille, pour quelle entreprise, dans quel objectif, c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin de donner du sens à leur vie. Et donner du sens à leur vie, c'est-à-dire trouver la société qui correspond en termes d'emploi à leur objectif de vie, mais aussi de se dire, cet argent, cette épargne que je génère au quotidien, dans quoi je vais l'investir ? Ces dernières années, il y a quelques plateformes qui sont lancées un peu dédiées en crowdfunding, qui permet justement de financer des projets durables, financer des sujets qui intéressent et qui, sur l'économie réelle, fonctionnent plutôt bien. Mais c'est vrai que la question de l'épargne financière avait toujours été très peu abordée sur ces notions-là. Il y a une grosse accélération qui a été mise en place, puisqu'avec le lancement du label depuis 2016, faut savoir que le label qui a été créé par la France, ce fameux label ISR, c'est quasiment le co-leader au niveau de ces labels avec le label belge, en termes d'importance. C'est une collecte qui est très importante. Et puis, on voit qu'au niveau de l'Europe, il y a une accélération aussi de cette notion de finance durable. Il y a eu le règlement Disclosure qui est rentré en place en France courant début mars, donc qui incite finalement les sociétés de gestion à communiquer, à transpariser pas mal de données extra-financières. Et là, je pense que le gouvernement a la volonté d'accélérer tout ça.
Pourquoi accélérer? Parce que finalement, le label ISR, quand il a été créé dans son origine, il vient plutôt valider un processus de gestion, c'est-à-dire comment la société de gestion intègre finalement dans sa gestion les critères ESG. Mais ça vient délaisser un tout petit peu finalement le particulier. Pourquoi? Parce que le particulier, lui, c'est pas finalement comment le critère va être abordé dans la gestion, c'est plutôt quel impact va avoir son argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impact, il a quasiment pas été étudié au sein de ce label ISR. Et ce qui fait que d'ailleurs, d'une société de gestion X à Y, on a des façons d'utiliser le label ISR qui sont complètement différentes. Est-ce que je fonctionne par exclusion? Est-ce que je fonctionne par meilleur de sa catégorie? Tout ça, c'est une façon de noyer indirectement le particulier et l'épargnant. Et je pense que le gouvernement aujourd'hui a vraiment envie de donner à l'épargnant finalement toutes les cartes en main pour savoir exactement dans quoi il investit et quel va être cet impact. Et la refonte en tout cas du label, je pense, a pour objectif de participer à tout ça, c'est-à-dire finalement, après avoir validé un processus de gestion, c'est apporter cette brique de transparence et cette brique pédagogique qui va permettre à tout type de particulier, qu'il soit profane ou averti, de savoir exactement dans quoi il investit. Parce que sinon, l'épargnant peut se trouver finalement floué. C'est-à-dire que si il a l'impression qu'en investissant dans le label ISR, il exclut toutes les sociétés qui sont dans l'extraction de fossiles, c'est pas forcément le cas, parce qu'on peut avoir des très bons élèves dans ces domaines-là qui font tout pour accélérer la transition, mais l'épargnant, lui, on lui a pas dit si c'est une société qui va essayer de se transformer ou si il est en exclusion. Et je pense que cette notion pédagogique est très importante, et je pense que c'est la raison pour laquelle, effectivement, le gouvernement a décidé de s'emparer un petit peu de tout ça, alors sous la pression du consommateur, sous la pression réglementaire européenne, mais je pense qu'il y a un peu de tout. En tout cas, c'est une bonne chose en tout cas pour cet objectif de finance durable. Et après, les questions qui vont se poser, c'est la brique de la distribution, qui est la brique importante, c'est-à-dire un produit financier, quoi qu'il se passe, il est distribué. Comment finalement ce chaînon finalement va intégrer tout ça pour apporter un conseil transparent, efficient. Donc en fait, c'est des questions multiples qui se posent, qui sont dans l'air du temps, crise sanitaire oblige, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant personnellement, puisque se dire dans quoi vous allez investir au quotidien, c'est quand même top de pouvoir se dire qu'on peut apporter du changement. Au même titre que vous achetez du bio dans votre magasin, pourquoi vous ne pourriez pas finalement financer ce qui correspond à votre objectif? D'où la commission pour essayer de réfléchir. Alors, autre commission que vous présidez, Nelson, la commission Girardin. Alors, même question, sur quoi vous phosphorez en ce moment? Il faut savoir que la commission Girardin est la deuxième de ce nom. La première s'est tenue entre 2012 et 2014. Et cette fois-ci, l'intérêt de la commission est de réussir à repérer les bonnes pratiques qu'on va transmettre par un document qui, je l'espère, sera prêt à la fin de cette année à nos adhérents. Cette commission, elle est constituée de 3 groupes, on va dire. Il y a des adhérents qui commercialisent, distribuent le dispositif Girardin. Il y a des avocats spécialisés dans la matière et des assureurs. Et il faut dire que ça nous a pris un peu de temps, malheureusement, parce que, encore une fois, la crise sanitaire est passée par là. Mais c'est une commission qui est particulièrement riche en termes d'enseignement. Il faut savoir que moi, personnellement, je ne distribue pas le dispositif Girardin. C'était une volonté du conseil d'administration qui m'a confié cette tâche. Mais c'est particulièrement riche d'apprendre de l'ensemble des participants à cette commission. Et nous travaillons plus précisément aujourd'hui. On a déjà travaillé sur les questionnaires qu'on va envoyer aux monteurs. Et on va commencer les auditions, je l'espère, d'ici l'été. Donc pour pouvoir finir notre document vers la fin de l'année. Peut-être que ça sera l'occasion de venir en reparler à ce moment-là. Mais en tout cas, on travaille sur les bonnes pratiques qui vont être transmises à nos adhérents. Alors là, vous avez une commission permanente et avec ESG. Et là, vous avez ce que l'on appelle les commissions surveillance marché. C'est-à-dire que quand quelque chose nous paraît technique et générer un certain niveau d'incidents ou de questionnement de nos membres, on crée des commissions de suivi sur 1 ou 2 ans et qui vont étudier ce sujet
et produire une étude de marché et un guide de bonne pratique. D'où le fait que Nelson parlait d'un guide de bonne pratique. Voilà la différence entre les deux types de commissions qui existent à l'Anacofi. Pour finir cette partie sur les travaux de l'Anacofi, vous avez publié, vous nous le disiez lors des précédentes émissions, une série de notes sur le Covid, les aides, la façon dont les cabinets pouvaient traverser au mieux la période qu'on vit. Je crois savoir que vous en êtes à votre 9e note Covid. C'est ça. À quand la 10e? Alors, je crois qu'on en est à la 9e. Alors, à quand la 10e? Ouais. Bah, écoutez, si on nous apprend qu'on est tous confinés à bloc pour X mois... Bah, oui, mais c'est ça. Mais c'est ce qu'on a vécu au début. Hein. Les premières sont sorties en rafale. Hein. Donc là, ça faisait un moment qu'on se tâtait pour savoir si on en ressortait une, parce que les modifications ne nous paraissaient pas substantielles. Et bon... Ok, là il y en avait assez, on a sorti la 9e. Oui, on est l'arme au pied pour sortir la 10e en rafale, comme on l'a fait au début de cette crise avec les 3-4 premières. S'il faut le faire, on le fera. Donc c'est ça, on vient de la sortir, elle est à dispo. Il faut absolument que nos membres s'en saisissent parce que vous n'avez pas le droit de ne pas regarder comment on doit gérer sa boutique dans ces moments-là. Et puis parce qu'il n'existe pas un guide autre. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui bénéficient d'un guide qui a été spécialement rédigé. Ce n'est pas notre cas. Nos métiers ne sont pas dans ces situations. Donc c'est nous, Fédération Pro, qui synthétisons tout ça pour le mettre à disposition. Et puis accessoirement, il y a un petit rappel de comment l'Anacofi fonctionne dans ce temps-là, dans cette période-là, vis-à-vis de ses membres. Et c'est mieux que nos membres le lisent pour que tout ça reste fluide dans leur relation, dans la relation entre l'Anacofi et ses membres. Les travaux, on va passer aux consultations. Oui. Et puis on va parler évidemment des consultations européennes, parce que j'ai souvenir que la dernière fois, vous me disiez, David, oulala, on est assommé, on est assailli, on est enseveli sous les consultations européennes. Est-ce que ça s'est calmé? Oui, ça s'est calmé. Bah forcément, à un moment, ils arrêtent d'en jeter. Non, mais on fait qu'un truc de dingue. Je l'ai même dit un petit peu brutalement dans certaines émissions, certaines interviews. Ça devenait n'importe quoi. Il y a un moment, il faut qu'ils arrêtent, qu'ils aillent faire un autre métier. Parce que là, c'est vraiment empêcher les gens de bosser. Et puis poser des questions à contre-temps. Bon, donc oui, ça s'est calmé au niveau européen. On a quand même 2 gros pavés qu'il faut traiter, qu'on nous a posés, et puis il faut bien en faire quelque chose. C'est MIF, donc la directive marché intermédiation financière, le socle de notre réglementation européenne, qui est en cours de révision, et il y a des questions dessus, puis sa petite sœur, qui est l'équivalent en assurance, DDA. Donc on est essentiellement concentré là-dessus. Il y a quelques directives qui arrivent, quelques consultations européennes qui arrivent. Elles ne sont pas d'une immense importance par rapport à ce à quoi on a dû répondre, et elles ne sont pas non plus d'une immense urgence. Donc on va pouvoir traiter correctement, je crois qu'on en a une par mois, pour chacun des mois qui vient, et toute fédération européenne de nos métiers rassemblés pour pouvoir les traiter, ça ne devrait pas poser un gros problème. Par contre, c'est vrai qu'on a lancé du coup des travaux de place et dans plusieurs pays, et les gens viennent s'agréger autour des Français que nous sommes pour mener des travaux, par exemple, autour de nos problématiques de rémunération, pour pouvoir expliquer dans les consultations MIF et DDA qu'il faut arrêter ces conneries. Pardon, hein, mais à un moment, décider qu'un modèle est viable et l'autre est pas viable, qu'on doit en interdire... Laissez-nous tranquille. Si tu veux travailler en honoraire, si tu veux travailler en commission, foutez-nous la paix. Laissez-nous avoir des modèles, mettez des contraintes, mais laissez-nous bosser. Puis certainement pas en période de crise. Mais surtout, pour une fois, on va poser le truc sur la table. Est-ce que vraiment il y a un modèle qui n'a pas de raison d'exister et l'autre toute raison d'exister? Et vous avez bon espoir qu'on vous laisse tranquille ou une petite crainte toujours? Non, mais il y aura toujours des débats. Dès qu'on parle conflit d'intérêts, dès qu'on parle rémunération, on n'en finira jamais. Si ce n'est que, par contre, si là, on veut bien nous laisser tranquille, on est tranquille pour une dizaine d'années, où il y aura toujours des débats, mais où on pourra fabriquer nos modèles. Et à un moment, des entreprises ont besoin de stabilité, quel que soit le modèle qu'elles choisissent. On évoquait les consultations européennes. Au niveau national, on a évoqué la réforme du label ISR. Oui. Est-ce qu'au-delà, on vous consulte, et notamment, est-ce que l'approche maintenant de l'élection présidentielle a une influence? Alors, on a énormément d'invitations à répondre sur plein de sujets. Est-ce que ce sont des consultations? Oui, ce sont des consultations. On n'a pas de gros pavés, à part ce qui vient d'arriver sur l'ISR, qui est très formel. Pour le reste, on a été consulté sur tout ce qui est programme EducFi, mais c'est normal, mais c'est parce qu'on est dans le comité de pilotage. Donc quand on est dans le comité de pilotage de quelque chose, le label relance, c'est pareil, on est dans le comité de pilotage. Est-ce que c'est une consultation? Oui et non.
on est invité à bosser parce qu'on est dedans. Et c'est surtout des choses comme ça. Donc on a des espèces de prémices de consultation qui sentent la campagne électorale et présidentielle, si vous voyez ce que je veux dire. On commence à avoir des invitations à se préparer à répondre sur certaines thématiques. C'est surtout ça que l'on a pour l'instant en France, à part des actions qui sont vraiment parce qu'on est à l'intérieur de l'équipe qui suit ça, là où il y a 10 ans on aurait juste été consulté de loin. Donc je peux plus appeler ça de la consultation. Donc Éducfi, la belle relance, tous les sujets autour du suivi de pacte par exemple, bon, voilà. Mais c'est pas vraiment des consultations, c'est du travail du quotidien maintenant. Alors, il y a un sujet où j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des échanges assez peut-être vifs parfois, parce que j'ai le sentiment qu'il y a certaines divergences de vues, c'est l'immobilier. Vous pouvez nous en dire un peu plus? L'immobilier, on aura tous un point de vue sur l'immobilier, mais sur l'immobilier, il y a des sujets, oui. C'est vrai qu'on a un gouvernement qui au départ, a dit « je veux relancer les entreprises » autre que l'immobilier. Ouais. On comprenait quand même assez bien le message. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire et cette politique qui n'était pas spécialement favorable à l'immobilier, en tout cas pas à l'immobilier tel qu'on le faisait avant, il y a plein de sujets qui sont en train de se soulever. Le fait qu'on n'ait pas autant de construction qu'avant, le fait qu'on ait une équipe gouvernementale qui dit mais il ne faut plus faire de la construction comme avant, il faut faire de la rénovation. Tout ça induit un certain nombre de choses. Les réformes qui ont été menées sur la rémunération dès qu'on fait de la défiscalisation, pour dire les choses simplement. Donc on a tous ces sujets-là qui par contre sont sur la table et ils sont ouverts, qui commencent à créer un peu de tension. Parce que vous avez les professionnels de l'immobilier qui commencent à dire attention, on a une force économique, attention, on est un employeur, attention, on paye de la TVA, attention, etc. etc. En plus de nous qui disons oui, mais ça bouge, parce qu'effectivement nos clients ne demandent plus exactement les mêmes choses, les besoins en immobilier sont plus les mêmes, et là il y a énormément de sujets qui sont en train d'émerger, et sans parler encore de consultations officielles, on a quand même beaucoup d'appels, y compris de députés, qui commencent à nous demander de venir leur parler. Et c'est là que je dis, on voit une campagne qui approche, parce qu'ils sont... Ouais. C'est pas tous des En Marche. Voilà, on commence à avoir des appels du pied à venir nous dire ce que vous en pensez, qui viennent d'un peu partout. En Marche, comme les autres, là on sent la campagne électorale qui se dessine. Voilà ce que moi je peux en dire aujourd'hui. On pourrait faire une émission entière, et je pense que Nelson et Guillaume pourraient nous donner leur avis sur l'immobilier. Parce que c'est central dans le patrimoine et dans les conseils, même pour nos membres conseillers en finance d'entreprise. L'immobilier, c'est au cœur du jeu. Ouais. Certainement, c'est un domaine qui est riche en actualité, comme vient de l'évoquer David, mais également du point de vue du marché. On a vu cette année une mutation, une évolution, une accélération dans les changements qui étaient déjà pressentis dans les années précédentes. Et tous les acteurs, personnellement, au sein de mon cabinet, il y a une spécialité dans la distribution de parts de SCPI. SCPI, donc, de l'immobilier. Et l'avantage d'avoir cette vision de SCPI, c'est une vision vraiment globale de l'immobilier en général. Justement, on voit cette mutation, ce changement qui s'opère avec les modes de consommation qui sont en train d'évoluer. Justement, Guillaume l'évoquait tout à l'heure au sujet du télétravail. Lui, qui est un chef d'entreprise et qui aujourd'hui le voit d'un très bon œil et qui se dit pourquoi je vais payer aussi cher des bureaux parisiens, pourquoi ne pas délocaliser, aller à Marseille, ou voire même permettre le télétravail à ses salariés. Mais c'est la même problématique qui se pose au sein des grosses structures. Et toutes les sociétés de gestion aujourd'hui s'interrogent. Bon, il y a différentes sociétés de gestion, différents domaines. Jean-Jacques Olivier qui sera là, qui a une grande application dans Pierreval Santé, la SCPI spécialisée dans la santé, nous dirait que certainement tout va bien pour lui. Et c'est le cas, le secteur de la santé se porte très bien. Mais il y a des grosses interrogations en ce qui concerne les bureaux et les commerces. Il y a une vraie mutation qui est en train de s'opérer. Donc, en dehors de l'actualité qui est très riche, à ce niveau-là, c'est un domaine qu'il va falloir suivre et surveiller parce que les comportements ne sont pas les mêmes en termes de bureaux, en termes de commerce, en termes de logistique, qui est également en train d'avoir un boom d'activité. Donc, c'est un domaine, je pense que si on se lance dans ce sujet, David vient de le dire, on est parti pour 2 émissions de plus. Mais on en fera peut-être une spéciale. Oui, c'est vraiment des domaines très, très riches. Mais c'est des domaines à surveiller et à suivre.
Guillaume, vous partagez, il y a beaucoup de warnings, complètement. Faut être vigilant. En fait, nous on le voit au niveau de nos clients. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de cadres dirigeants et de chefs d'entreprise. En fait, sur les 3 derniers mois, on a dû avoir beaucoup d'appels de clients à qui on a refait un point patrimonial. Et les questions, c'était, voilà, mon appartement à Paris, je le quitte. On a décidé d'aller s'installer à 1 heure de Paris ou à 2 heures de Paris. Pourquoi ? Parce que le télétravail, on a vu que ça fonctionnait, que mon employeur est OK pour que je fasse 2 jours à Paris, 3 jours ailleurs, et j'ai des enfants, et j'en ai marre de Paris, et j'avais pas de jardin, et enfin, vous voyez, toutes les questions qui sont posées, parce que finalement, les familles ont pris en pleine vue toutes les contraintes de Paris sans les avantages. C'est-à-dire que quand pendant 1 an et demi, 2 ans, vous n'avez plus de cinéma, vous n'avez plus de théâtre, vous n'avez plus de concerts, vous n'avez plus de bar, vous n'avez plus de restaurant, et que vous êtes dans un appartement, même s'il est bien situé dans Paris, ça reste un appartement et vous avez aucune... Finalement, il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est vrai que cette crise sanitaire a changé les méthodes de travail. La méthode de travail a eu des implications dans la gestion d'une entreprise. L'entreprise va effectivement faire des arbitrages, la plupart du temps plutôt dans son intérêt, parce que finalement, le télétravail, c'est dans l'intérêt de l'entreprise aussi. Beaucoup d'ailleurs d'entreprises que j'avais pu voir, notamment sur des boîtes un peu anglo-saxonnes ou américaines, avaient déjà fait ce travail ces quelques dernières années. C'est-à-dire que, notamment, il y a une très célèbre société qui vend un soda que j'avais pu voir, et en fait, à la direction, un des directeurs que j'accompagnais me disait, cette année, on avait chacun notre bureau, maintenant on a un plateau, c'est-à-dire que quand on vient, on se plug, on bosse, quand on n'est pas là, on part, mais il n'y a plus de bureau attitré, on est sur des benches, voilà, ça fonctionne comme ça. Et donc au final, je pense que cette crise sanitaire a accéléré tout ça, et forcément, il y a forcément des impacts après dans nos métiers, dans la construction, dans les rénovations, en fait, on ne se rend pas compte que la crise sanitaire a ouvert une boîte de Pandore sur une multitude de sujets qui étaient très souvent en gestation, c'est-à-dire le nombre de familles qui disaient bon, je vais quitter Paris, oui, mais bon, à Paris, il n'y a qu'à Paris que tu peux avoir ce job-là. Et au final, là, ils sont tous en train de partir avec un job qui est encore parisien, avec des salaires qui sont encore parisiens, et une latitude qui est différente. Et je pense que c'est aussi le point de départ de la décentralisation. Je discutais avec des chefs d'entreprise de belles PME en province qui me disaient que ça y est, maintenant, ils avaient sur la question des salaires, je vois David rebondir, il y avait des cadres à haut potentiel qui étaient très 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 bien rémunérés à Paris et qui aujourd'hui, en arbitrage, ont mis leur qualité de vie devant le boulot et commencent finalement à se délocaliser sur des grosses PME de province. Et d'ailleurs, pour ce chef d'entreprise qui dirige cette PME, pour lui c'est une aubaine parce que jusqu'à présent, ces hauts techniciens, ces 4 dirigeants ne voulaient pas forcément aller en province dans sa boîte et maintenant, il se retrouve avec une resurgence de CV et de ces profils-là qui ont vécu cette crise sanitaire à Paris, qui ont vécu le fait qu'à un moment donné, ça les a peut-être éclairés, ouvert les yeux sur le fait que la famille, c'était peut-être un peu plus important, que pendant cette période de Covid, ils ont passé plus de temps avec leurs enfants. Même moi, à titre personnel, j'ai un fils qui a 4 ans, j'ai jamais passé autant de temps avec mon fils pendant 4 mois que pendant ces 3 premières années d'existence, parce que on a des jobs de fou, parce qu'on a la tête dans le guidon, parce que on se laisse embarquer. Vous savez, c'est un peu comme cette fameuse, ce fameux schéma où on vous dit oui, quand tu arrives à Paris, tu prends le métro, tu commences à courir. Parce que les autres courent. Et c'est exactement ça. Et en fait, tu marches plus que les gens de province, en fait. Tu marches plus que les gens de province. En vivant entre les deux, je peux te dire que je marche beaucoup moins quand je suis en province et quand je suis à Paris. Ah ouais, c'est ça. Mais ce que dit Guillaume, dans ce qu'il vient de dire avec le déplacement d'un cadre qui fait l'arbitrage, ça veut quand même dire que quand il va se déplacer, il va venir acheter de l'immobilier là où il arrive. Donc, il va changer le marché local, comme on l'avait entendu à chaque fois qu'on a dit tiens, le TGV vient d'arriver à Bordeaux, tiens, il vient d'arriver à Marseille, tiens. Sauf que souvent, ça a été que temporaire, cette histoire. Ça a monté les prix, mais cette espèce de ruée, elle est arrivée, puis stop. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Voilà, on a tout dit. C'est là, on réfléchit, les bureaux sont plus pareils. Tu peux faire l'arbitrage, comme tu disais, de mettre tous les mecs en open space, ils arrivent. Mais tu peux faire l'arbitrage inverse aujourd'hui. Tu peux dire, Covid, il faut que chacun puisse bosser sans masque, chacun un bureau. Mais je vais pas mettre un bureau par salarié, c'est débile. Donc, tu repenses ton organisation, et puis eux, ils se déplacent. Et donc, tout bouge. Et puis, c'est vrai que pendant le Covid, moi, quand je suis resté à Paris, je voyais bien qu'il y avait un avantage à ceux qui avaient un balcon, une terrasse. Et puis, il y avait les autres.
Hein, et puis ceux qui avaient des balcons regardaient ceux dans les immeubles qui n'en avaient pas. Et on voyait leurs larmes. De loin, on percevait leurs larmes parce qu'ils étaient accrochés à leurs fenêtres, pour certains. Oui, bien sûr, on ne voudra plus le même immobilier. De la même manière que comme on nous pousse à avoir des normes pour des questions là plutôt ESG, écologiques, etc. Tout ce qui va être l'offre va changer, la demande aussi. Bon, voilà. On reparlera immobilier. Je pense qu'on fera un spécial immobilier quand tout ça sera bien mûr. Et on va finir avec une belle initiative, David. Vous lancez, je crois, des prix de thèse et de mémoire. Oui. On voulait le faire il y a 2 ans, 3 ans. Puis on ne l'a pas fait pour diverses raisons. Parce que l'année où on avait voulu le lancer, on avait été pris sur autre chose. L'année dernière, le Covid, donc c'est pas terrible. On a d'autres chats à fouetter. Donc là, on va le faire parce que c'est pas la chose la plus compliquée à faire. On a une commission école et université, l'ANACOFI, à peu près 26, 27. Ça bouge, donc je ne sais plus si on en est 26 ou 27 grandes écoles ou universités qui ont un partenariat avec l'ANACOFI. Et on avait voulu créer un prix pour les mémoires de fin d'année de ces écoles et universités. On ne l'avait pas fait, on le fait. Voilà, c'est très simple. Hein. Simplement, on a dit qu'on allait faire 2 choses. Les mémoires, donc les mémoires, voyez-moi, ça peut être un master, hein, puis on s'arrête là. Puis les thèses, pour ceux qui seraient... qui iraient vers le doctorat. Et on va essayer enfin, pas essayer, on va faire ça. Donc, on ne va pas avoir un seul et unique prix, on va en faire plusieurs. Donc, il est très probable qu'il y en aura un sur les thématiques d'aujourd'hui, donc plutôt ESG, j'imagine. Et puis, on aura au moins un prix autour de la gestion de patrimoine et un autour de la finance d'entreprise. Ces 3-là sont sûrs. La question, c'est est-ce qu'on en glisse un 4e ? Et on va démarrer ça bientôt. Là, on finit de monter le jury. Voilà. Dès que le jury est fini, la communication part, mais certaines des écoles et universités ont déjà été prévenues. La commission n'a pas été rassemblée pour les réunir, pour leur expliquer à tous, même si le monde digital, ça va être vite fait de les réunir. Mais on le fera dès qu'on aura fini de constituer le jury, et puis c'est parti. Mais voilà, en tout cas, sur la communication, on peut y aller. Et tous les étudiants de ces écoles et universités de partenaires de l'ANACOFI peuvent se préparer. Ils pourront concourir pour essayer d'avoir le prix ANACOFI 2021. Très belle initiative, dont on reparlera aussi. Dont on reparlera forcément dès lors qu'on aura mis tout ça en fonctionnement pratique, si je puis dire. Ça va être assez simple. Hein. Une commission, des thèmes, ils déposent, on note, on fait une remise de prix. Si possible présentiel, ce serait quand même plus sympathique, mais on a 2 événements d'ici à la fin de l'année pour pouvoir le faire. Donc je pense que ça devrait rentrer. Et puis voilà, et puis derrière, qu'est-ce qu'on a comme accompagnement autour de ça ? Parce que ce qu'on voudrait, c'est que ce ne soit pas simplement on note et on remet un prix, mais qu'on assure un accompagnement. Voilà, mais ça, je vous en dirai plus tard. David Guillaume Nelson, merci pour ces échanges très riches. Merci Laurent. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À très bientôt.